Et oui, nous arrivons à l'heure du bilan. Qu'aura-t-on appris de cette année 2020 ? Un virus qui fait trembler l'homme, épidémie, pandémie sur toute la planète, on ferme les frontières, on essaie de se protéger, on se teste, on alerte, on protège, sauf qui peut, sauf qui veut. Plus que jamais, la conscience collective aurait été sollicitée pour notre conduite, pour des sacrifices, réduction de liberté et j'en passe. Parfois pour un choix difficile entre santé et économie, pour trouver l'équilibre, on essaie de vivre avec le virus. Peut-être une petite bougie à l'horizon. Est-ce la pensée magique? On verra bien, mais l'espoir est là. On va tous se faire vacciner. Après, on verra. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Pas de café Tchololo. Monsieur Simon, bonjour. Alors bonjour à vous, Monsieur Mandré, bonjour à vous, chers amis du plateau, bonjour aux téléspectateurs, bien entendu, de Canal 10. Raymond Ramaille. Oui, bonjour à tout le monde, Monsieur Mandré, les amis du plateau et à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Et notre ami Raphaël, bon, ben c'est leur week-end prolongé. Hein. Il a prolongé son absence, ça ne sur rien. Que se passe-t-il? Parlez-moi de lui. Ah, mais il se repose. Ah non, un cerveau comme ça. Et notamment aussi, comment s'appelle encore, René Beauchamp, qui est en Martinique apparemment. D'accord, ok. Oui. Bien, alors moi je salue tous ceux qui nous suivent, ceux qui ne nous suivent pas aussi, tant pis pour eux. Un hommage à un ami qui est parti, c'est Jean-René là, qui est décédé. La Guadeloupe perd un gars insupportable et un gars éminemment brillant et actif. Le meilleur à lui, et au sien surtout. Éloi Collet. Bonjour à vous, mes chers amis, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et à vous, Monsieur Mandré, et surtout aux techniciens. Ah oui, on l'oublie souvent. Hein. Ouais. Alors, Nico Italique, et oui, c'est lors du bilan, hein. Oui. Ça tombe sur toi, alors. Alors, C'est le tirage au sort. comment... Il est sorti. Quel bilan faites-vous de cette année 2020 ? Comme disait mon ami Seymour, on ne peut pas parler ça la semaine prochaine. On peut en parler tout de suite, maintenant, vous me mettez dans l'embarras absolu. Mais bon. La semaine prochaine, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année, ce sera trop tard alors. Oui, ce sera trop tard. Bon, alors, cette année, comment je peux attaquer cette question-là? Le bilan de l'année. Alors, moi, le bilan de l'année, il se fait, à mon sens, autour du coronavirus. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à évoquer, il me semble, de l'année 2020. Et ses conséquences. Et moi, je vois deux conséquences majeures. C'est la première conséquence, à mon avis, c'est la remise en question de l'économie. C'est le coronavirus a remis en question l'économie, telle que nous la concevons traditionnellement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a bassiné de l'économie, de l'équilibre de l'économie, financement de l'économie, les déficits, les 5%, les 2 tiers, pas ni l'argent encore, on ne peut rien financer. Et subitement, l'argent est qui tombait à ce monde quand l'eau la plie. Des par milliards, par milliards, par milliards, par milliards. Tant et si bien que ma grand-mère peut se demander où l'âge ça sorti. Et pour qu'il y ait qu'à sortir qui allait. Hein? Donc l'économie
tel qu'on nous l'a vendu a pris un coup. Hein? Bon. Alors, et de là, ça devient un peu magique. C'est un peu magique. Et de là, ouvrir la porte de la pensée magique, comme vous disiez, il n'y a qu'un pas. La pensée magique. C'est-à-dire que la pensée magique est rétablie. C'est-à-dire la pensée magique, ça veut dire, c'est ce que je veux qui se fait. Le principe de réalité, les contraintes du réel sont battues. En v'là en butin, il est fait. Et là, les Guadeloupéens sont à l'aise. Les Guadeloupéens sont beaucoup qui allègent la pensée magique. Parce que lui, alors je ne sais pas, Raphaël n'est pas là, c'est dommage. Hein? Le Guadeloupéen, il peut coincer Jean Yvelet. Il peut être dans des situations impossibles. Il toujours qu'à quoi que on butin qui est fait pour sortir là. Il croit toujours, non seulement son étoile, mais en plus que son étoile, quelque chose va se faire qui va faire que ça va être réglé. Non pas lui-même, hein? Non pas sa volonté, non pas un projet, non pas une stratégie, mais on butin qui fait, non. La pensée magique. Bon. Les psys disent que normalement, il faut guérir la pensée magique à 3-4 ans, et que le principe de réalité arrive, qui fait qu'on se soumet au réel. Mais le Guadeloupéen, à l'image du monde, qui a trouvé une solution miraculeuse à tous ces problèmes de financement, il est dans la pensée magique. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça alimente le complotisme. Le monde aujourd'hui questionne l'économie, rétablit la pensée magique et alimente le complotisme. C'est-à-dire que à la complexité du monde, on répond par la simplicité. Vous savez, la 5G, pas vrai, hein? C'est plus mettre en puissance, tout le monde peut tracer le monde entier. C'est ça, voilà. Et quand on est dans la pensée magique, on combat l'isolement. Parce que tous les penseurs magiques, tous les complotistes, c'est une grande famille. Hein? Et on n'est plus isolé, on est ensemble. Donc, la pensée magique a alimenté, en réponse à la complexité, le complotisme. Et nous sommes entrés dans l'ère du complot général qui met en cause la complexité, qui tue la démarche scientifique et qui répond à un besoin d'appartenance face à la déliquescence du lien social. Donc, cette approche-là qui m'interpelle et qui me fait penser, voilà, là où nous sommes. Et j'en aurais fini. Je pense que la porte qui est ouverte aujourd'hui, comme réponse au monde, c'est Jacques Attali qui dit ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Bon, on pourra en parler si vous voulez. Il dit que désormais, il faut se recentrer sur l'économie de la vie. C'est ça qu'il y a. Parce que ce qui est important, c'est la vie. On a découvert que ce qui est important, c'est la vie. Et l'économie de la vie. Combattre les pulsions de mort pour défendre la vie. Et l'économie de la vie, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'agriculture qui permet de survivre, c'est la santé, comme dit, comme dit Seymour, c'est le numérique propre, c'est la vie. Parce que rien ne compte plus que la vie et le temps de la vie de l'homme aujourd'hui et demain. Voilà pour au pas de charge, comme dit Raphaël Spironel, en y pensant 15 minutes avant d'entrer ici, ce que je peux dire un peu dans le désordre. Mais on peut mettre de l'ordre dedans et en parler tout à fait amicalement. Édouard Collet, Oui. on parle beaucoup de dette, hein, puisque c'est vrai qu'il y a eu des milliards sortis et tout, mais on pense déjà aux dettes pour la jeunesse qui va peut-être payer, qui va payer. Quelle dette? La dette morale ou la dette pécuniaire? La dette pécuniaire. La dette pécuniaire. Alors, j'identifie deux dettes, vous l'avez noté. En tout cas, pour rebondir sur ce qui a été dit par mon prédécesseur, Nico, exactement, le bilan, il est celui-là. Je ne peux pas, même si j'ai envie de discuter d'autres choses, mais la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19, bien évidemment, c'est ce qui va marquer cette année et qui risque de marquer l'année qui arrive. Déjà, d'une part, une épidémie à cette échelle-là, quand même, on parle à l'échelle mondiale, plus de millions de morts, plus de 80 millions de personnes touchées par la Covid, et sans compter les conséquences économiques. Et bien évidemment, elles sont beaucoup plus exponentielles en Outre-mer, en Guadeloupe singulièrement.
où nous vivons cette situation de manière totalement, en tout cas, diamétralement opposée, puisqu'il y a une circonstance qui fait que nous avons l'impression que cette gestion de la crise sanitaire menée par le représentant de l'État ici, aux côtés de l'ARS, est un peu en relégation de ce que peut-être nous souhaiterions, ou ce que, je dirais, ce qu'il est attendu en termes même des préconisations de l'OMS, voire même, sans être dans une logique de comparaison, en France hexagonale. On a l'impression qu'ici, cette gestion, elle est faite à la limite, je dirais, hasardeuse et au détriment de certaines réalités. Allez m'expliquer les raisons pour lesquelles, par exemple, vous fermez certains bars et que dans les grandes surfaces, on laisse les gens continuer à aller et venir, que les cinémas sont ouverts, alors que le cinéma, c'est un milieu clos. Sur les plages, vous êtes contrôlés. Et aujourd'hui, nous avons une arrivée massive et manifeste de touristes en Guadeloupe. Et le préfet qui nous raconte que de toute manière, nous attendons la 3e vague. Et avec la 3e vague, nous verrons. Hein? Donc, ça veut dire que nous sommes... Alors que, dimanche dernier, nous le disions, et mon cher ami Nico l'a rappelé, on interdisait aux Français de France de se déplacer à quelques kilomètres de chez eux pour faire du ski. Mais par contre, on autorise les Français de France à faire 8000 km et venir chez nous. Ouais, il y a cette vision de cette gestion de la crise à l'aune de ce que nous vivons, de ce que nous concevons en tant que Guadeloupéens. Cette façon diamétralement opposée de gérer cette crise sanitaire qui m'interpelle. Donc, oui, la crise, elle est grave et elle a des conséquences qui font qu'elle a emporté pas mal de nos proches. Mais en même temps, elle emporte notre leadership, notre faculté de réagir. Et je pense singulièrement à notre management politique, aux élus guadeloupéens. Donc, oui, vous parlez de dette. Je crois que la crise sanitaire emmène une crise économique sans précédent dans les départements d'outre-mer, singulièrement en Guadeloupe, là-dessus, mais aussi pour les collectivités territoriales qui sont exemptes. Alors, le fameux plan de relance qui est proposé, il est intéressant, mais il ne changera rien du tout à la capacité que nous avons de pouvoir nous regarder, ou plutôt l'incapacité de nous regarder, nous tenir la main. Comment voulez-vous, M. Mandré, que dans cette crise, l'ARS dispose de presque tous les pouvoirs avec l'État, le représentant de l'État, et que le pouvoir décisionnel local, nous, même là-dessus, nous sommes relégués. C'est ce qui m'interpelle justement à l'ombre de cette crise-là. C'est notre capacité à gouverner. Les préconisations sanitaires devraient commander que nous puissions, nous, avoir aussi notre mot à dire. Le préalable de ce que nous sommes, c'est de dire, attendez, ce que vous appliquez en Guadeloupe, faites-le de manière concertée et qui soit en corrélation avec nos réalités, M. Mandré. C'est ça aussi ce que nous sommes. Il ne suffit pas de dire que nous sommes une région ultra-périphérique, que nous bénéficions effectivement d'un certain nombre de spécificités, mais justement, au nom de ces spécificités-là, je crois que la question au deuxième ombre de la Covid, c'est celui de la capacité à pouvoir penser demain. Et je crois que jamais la question de l'évolution statutaire, institutionnelle, n'a jamais été autant posée. À l'aune justement de cette crise qui va encore continuer en 2021. Il faut que nous puissions penser guadeloupéen, il faut une émergence de notre valeur guadeloupéenne, il faut un leadership politique fort pour éviter ce que nous voyons, des errements, des tâtonnements. Il faut véritablement recouvrer notre vraie gouvernance. Et Mohamed? Alors, je crois que l'analyse ne va pas beaucoup être différente de ce qui a déjà été dit. Et je crois quand même que la crise sanitaire a marqué la vie de la planète. On a vu en simultané toute la planète se livrer au même combat qui est de résister au virus, d'une part, et à trouver la bonne marche, la bonne équation pour pouvoir maintenir en vie l'économie. Et je crois que ce sont ces deux aspects, côté sanitaire et côté économique, je pense que ce sont les deux aspects les plus importants qu'on peut sortir de cette année 2020 qui, en somme, a été une année, je pense que qui fait quasiment l'unanimité, une année difficile pour tout le monde.
la crise sanitaire a été gérée d'une certaine manière ici. Je dirais que nous ne sommes pas plus mauvais ni mieux que d'autres. Nous sommes dans l'équipe comment dirais-je, pour la maîtrise de cette pandémie. Et en même temps, il fallait trouver des modalités pour maintenir l'économie qui est en quelque sorte jusqu'à maintenant sous perfusion pour certains. Notamment, j'ai une pensée pour, par exemple, les boîtes de nuit, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est touristique, les hébergements, mais aussi une pensée pour tous ceux qui ont servi le pays sur le plan sanitaire. Je pense au CHU, tant décrié, mais qui a pu, quoi qu'on dise, faire face à cette épidémie comme il pouvait. Avec les hommes qui étaient là-dedans, je tire mon chapeau à tous ceux qui ont participé à cet épisode, notamment les médecins, les ambulanciers, les soignants, en fait tous ceux qui de près ou de loin ont servi la Guadeloupe sur le plan sanitaire et au-delà de la Guadeloupe, la France, je dirais, tout l'outre-mer, de manière à contenir l'épidémie. Il y a eu des endroits où ça a été plus difficile que d'autres, mais enfin, ça a été quand même pu être géré tant bien que mal. Un chapeau aussi pour l'ARS. Quoi qu'on dise, l'ARS a tenu la barque, en dépit des hauts et des bas, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un mouvement de panique, même s'il y a beaucoup de morts en Guadeloupe, c'est explicable. Il y a eu beaucoup de morts en Guadeloupe, certes, mais la situation n'a pas dérapé au point de perdre le contrôle. Donc, un grand coup de chapeau à tous ces gens-là qui ont pu préserver notre santé, travailler parfois sans compter les heures pour intervenir. Mais sur le plan économique, le gouvernement a déployé de gros moyens déjà pendant le confinement pour soutenir les salariés des entreprises qui étaient à ce moment-là en arrêt total, les entreprises aussi. En tout cas pour certains, les entreprises indispensables étaient obligées de tourner. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent. Effectivement, comme disait notre ami Nico, on a trouvé de l'argent alors qu'on disait qu'il n'y en a pas. Donc là aussi, c'est un grand coup de chapeau à ce soutien à l'économie. Maintenant, il faut redémarrer, mais je pense à une chose aussi, c'est que cette pandémie a mis en évidence la mondialisation, les limites de la mondialisation, qui débordent sur l'écologie, qui débordent sur l'environnement, la protection de l'environnement. On a vu, il faut peut-être trouver un autre modèle économique. Ne pas mettre des avions dans le ciel à tout bout de champ pour transporter ce qu'on peut faire ici. Alors, il faut aller chercher en Chine, par exemple, alors que ça aurait pu être fait ici. De même pour les bateaux. Faire des bateaux naviguer dans tous les sens qui détériorent à vitesse grand V l'environnement. Je crois que là aussi, c'est une leçon à tirer de cette pandémie, de revoir la copie mondiale pour ce qui concerne la mondialisation de l'économie. Et puis, sur le plan local, on a... Qu'est-ce qu'il faut retenir? On est à l'heure du bilan. Moi, je retiens une chose, c'est que ce problème d'eau qui a gangréné la vie des Guadeloupéens, et la vie des particuliers, des familles, mais aussi la vie économique. Comment peut-on faire du tourisme s'il n'y a pas d'eau? Comment se préserver de cette crise sanitaire si on ne peut pas se laver les mains dans les écoles, même chez soi? Donc, et là, je mets en évidence, c'est dommage, hein. C'est un mot qui est un petit peu fort, l'incompétence de nos élus de prévoir ce qu'il fallait faire. Et là, je ne dis même pas que c'est de l'incompétence, hein. C'est chacun qui veut tirer le drap à soi, comme disait Bernier, hein. Il y a un magot et personne ne veut lâcher, tout le monde veut sa part de magot de cette affaire d'eau. Et dans d'autres choses aussi, hein. Parce qu'il y a l'eau potable, mais il y a l'assainissement aussi, qui est aussi cruel que la distribution d'eau potable. Et aujourd'hui, encore, on voit, malgré tous les problèmes qu'on a eus, on voit que les élus n'arrivent pas, malgré le pilotage de l'État, les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord. Moi, je sais probablement parce qu'il y a un magot derrière, comme disait Bernier.
on voit qu'APEC, c'est qui tire dans un sens, les élus régionaux qui tirent dans l'autre sens, les autres communautés d'agglo qui ne sont pas tout à fait d'accord. On voit là encore, il y a toujours, malgré ces difficultés, cette crise sanitaire, cette crise économique que peut engendrer le manque d'eau, mais les élus, j'ai l'impression qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et je lance un appel à nos élus pour qu'ils puissent se mettre d'accord, pour qu'enfin nous puissions avoir totalement confiance dans nos élus. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans élus. Pour que nous puissions avoir de la visibilité, d'avoir confiance à nos élus, comme par exemple Saint-Barthélemy peut faire confiance à son équipe dirigeante. Merci. Et je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Nous arrivons à notre première pause café. Café. Non. Et oui, nous revoilà donc. Qu'aura-t-on appris de cette année 2020, Monsieur Simon? Moi, d'abord, je souscris totalement à ce qui a été dit sur ce plateau. Chacun a commenté à sa manière, mais j'irai un petit peu plus en profondeur. Moi, je dirais que nous sommes dans l'éternelle récurrence. C'est-à-dire cette année l'année 2020, on voit comme toutes les autres années antérieures, et les fonctions de l'année d'avant, l'année N-1, et les fonctions aussi de l'année d'avant, N-2, et jusqu'avant, l'année N-K. C'est la récurrence. C'est-à-dire, on retrouve quoi? On trouve des éléments qui, à mes yeux, se répètent, c'est-à-dire ce que j'appelle, je ne cesse de le dire, des turbulences, des angoisses et des incertitudes. C'est depuis un certain nombre d'années, on voit que le monde, notamment la France, est rythmé en quelque sorte par cette matrice qui est constituée de ces trois éléments, des turbulences, des angoisses et des incertitudes. On voit que les choses bougent dans un sens ou dans un autre, il y a des inquiétudes, on voit qu'il y a de la peur, des angoisses, tant pour ce qui est dans, par exemple, de l'aspect politique, la défiance, ça, c'est une forme d'angoisse, et on voit aussi de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter sur le plan économique. C'est cela. Et puis, regardez, mais je pense un instant aux 30 glorieuses, aux années d'avant. Aux années d'avant, pendant 30 ans, on a eu de l'abondance, on a vécu bien, et pas nous, mais de ceux qui étaient avant nous, n'est-ce pas? Donc on a eu une forme aussi de récurrence providentielle, qui était la récurrence imposée par le marché. C'est le marché qui rythmait la vie économique était rythmée par le marché, il y avait du travail, il y avait de l'abondance, c'était comme ça après. Après, paf, les années 70, on a vu une autre forme de récurrence, avec une période décennie 70 qui était une décennie de crise, qui a été suivie des années 80, une décennie perdue. Parce qu'on n'a pas pu rebondir après les événements vécus dans les années 70. Donc, pendant la période 70, on n'a pas pu rebondir. Donc, 70-80 et après même la décennie 70-80, nous avons eu aussi une forme de récurrence, mais qui était une récurrence providentielle de l'État. C'est l'État qui intervenait pour encadrer les vies, les entreprises. C'est ça qu'on a appelé d'ailleurs l'émergence de l'État-providence. Et maintenant, avec cette histoire de Covid-19, nous constatons depuis, en tout cas, je dirais 2008, la dernière crise de supply financière qui s'est propagée, qui a pris naissance aux États-Unis et qui s'est propagée en Europe, ailleurs, on a vu l'émergence aussi depuis cette décennie-là d'une nouvelle forme de récurrence, qui était la récurrence providentielle de solidarité de l'Europe. C'est ça, à mon sens, c'est ce que je vois, c'est ce que je dis, n'est-ce pas? Il y a la vie est rythmée d'une année à une autre, n'est-ce pas, par ce que j'appelle la récurrence providentielle, mais depuis quelques années, c'est la solidarité et l'Europe qui agit, en ce qui concerne notamment l'Europe, la France. Donc, si vous voulez que je vous explique, je vous donne mon avis là-dessus, je vois que les choses se tiennent, n'est-ce pas, sur des périodes de décennies, sur plusieurs décennies, on voit que les choses se reproduisent. Seulement, en 2020, il y a eu l'émergence, il y a l'avènement du coronavirus, mais en fait du Covid, moi je suis le Covid. Covid-19,
eh ben, c'est une coupure très nette, puisqu'on a vu émerger ce que moi, j'appelle une mondialisation virale. C'est ainsi que je l'appelle. Parce qu'on n'avait pas vu, à ma connaissance de mon vivant, des sortes de perturbations virales, du point de vue de santé, en quelque sorte, qui a duré et qu'on n'arrive pas à maîtriser les points de départ, les points d'arrivée. On est plus ou moins perdu là-dedans. Voyez-vous, même pour la question du vaccin, on voit, mais on parle de mutation de virus, ça montre que les choses sont complexes, extrêmement complexes. Donc, il y a cette mondialisation virale, n'est-ce pas, qui pèse encore sur le quotidien des individus, des entreprises, du monde d'une manière générale. Donc, cela complexifie en quelque sorte la chose. Alors, faisons le bilan de l'année 2020, c'est ça, de l'année 2020, il y a lieu quand même de fonder des espoirs. Ce que je constate, c'est que 2020, c'est une période de crise. Il y a lieu quand même de souhaiter que nous n'ayons pas en 2021 et en 2022 des années qu'on pourrait qualifier d'années perdues. Il faut rebondir. Rebondir comment? Indiscutablement en vivant en apprenant à vivre, en réinventant, c'est ça le terme m'échappe, le plus difficile à dire. Il faut réinventer notre façon de vivre avec le virus, prendre la mesure des choses et espérer eh bien, l'avènement l'arrivée de vaccins qui pourra éradiquer ce fameux coronavirus. C'est là, je crois, qu'il faut fonder l'espoir. Mais l'année 2020, c'est une année de crise virale notamment. Et cette année 2021, nous devons espérer qu'elle ne sera pas une année perdue. Parce qu'on pourra gagner. Il faut qu'on gagne ce virus-là. Voilà. Alors, Monsieur Italique, il faut donc se réinventer, pour pouvoir faire face, dirais-je, au virus. Oui, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille baisser la tête devant la dictature sanitaire. Il ne faut pas... je me méfie des complotistes, mais j'aime pas trop Big Pharma. Je n'aime pas ces grosses logiques financières, économiques, qui veulent à tout prix nous soumettre, mettre à mal l'énergie citoyenne et la vigilance citoyenne face à des décisions qui, en fait, ne tiennent que de la marchandisation. Voilà un vaccin qui arrive. Et déjà, on voit les trois protagonistes de la chose montrer leur tête. Les scientifiques qui déposent quelque chose d'exceptionnel en un temps record pour s'en prendre au virus. Les marchands qui se frottent la main et qui cherchent par tous les moyens une opportunité mondiale d'un chiffre d'affaires planétaire. Et les politiques dans tout ça qui veulent instrumentaliser la situation pour avoir du crédit sur eux-mêmes, pour eux-mêmes. Alors que l'enjeu, c'est la vie. Heureusement que la pression a été forte pour que ce vaccin soit gratuit, d'une part, pour qu'il soit non obligatoire, d'autre part, ce qui fait frémir les complotistes. Ah ouais, hein, les complotistes qui attendent en disant il est obligatoire, donc tout le monde qui n'est plus là, c'est pas obligatoire. Et c'est gratuit. Bon, évidemment, Jean Seymour sait mieux que nous ici que quand c'est gratuit, c'est financé. Bon, hein, mais c'est financé sur un budget collectif. Hein, c'est pas chacun qui doit payer ce vaccin. Bon, donc ça veut dire que le modèle de la solidarité demeure encore, Jean. Tu as raison. Oui, absolument. Hein, demeure encore. Hein, bon, alors évidemment, il y a question des pays qui n'ont pas les moyens, des pays dits pauvres. Bon, alors là, ça aussi. La solidarité en vertu d'un modèle de vie planétaire d'humain doit l'emporter pour que ce vaccin-là, s'il est efficace, et je le souhaite, soit administré partout sur la Terre. C'est une question humanitaire, c'est une question planétaire. Et ça veut dire que dans tout ça, la marchandisation ne doit pas l'emporter sur la vie.
Et c'est ce que puisque personne ne m'écoute, je vais dire une chose grave. Hein, ce que les Blancs n'ont pas compris, c'est que ce qui est important, c'est la vie. C'est pas la technologie, c'est pas l'accumulation, c'est la vie. Tout cela doit être au service de la vie. Et quand on se trompe et qu'on pense que le quantitatif, c'est l'essentiel, et qu'on oublie la vie, les hommes, la solidarité, on se trompe de chemin. Et au bout du compte, on s'aperçoit que la logique prométhéenne, hein, celle du quantitatif, du productivisme, hein, nous conduisait à l'impasse. Et aujourd'hui, il faut résister pour que la vie l'emporte. Les valeurs de vie l'emportent, les valeurs de solidarité l'emportent, les valeurs humaines l'emportent. Et il faut résister aux marchands, il faut résister aux petits politiciens qui veulent instrumentaliser la situation pour quelques voix, pour quelques petits mandats, et qui sont ridicules, en fait, au regard des enjeux planétaires, hein, et historiques qui sont posés. Alors ici en Guadeloupe, c'est pareil. Alors, je sais que vous attendez la deuxième phase pour nous demander qui émerge tout ça. Hein? Mais je ne répondrai pas à une question qu'on ne m'a pas posée. Hein? Mais pour le moment, je pense que tout cela est bien atone. Hein? C'est-à-dire que la contestation citoyenne me semble atone. Une parole forte, collective, me semble faible. Et comme disait Édouard, des hommes et des femmes gérant une compétence pour le pays, me semble tout ça faible et inexistant. Hein? Alors que les cartes sont en train d'être rebattues, c'est l'occasion pour nous, en tant que Guadeloupéens, de prendre place. Parce que la Guadeloupe, c'est un pays extraordinaire quand même. Comme disait quelqu'un, tu ouvres ta porte, devant ton jardin, il y a une pharmacie. Hein? Devant ton jardin, il y a une pharmacie. Hein? Ni plantes ou des plantes, c'est une pharmacie que devant ta porte. Ton jardin d'une pharmacie, avec des antibiotiques, avec toutes sortes de qualités de choses que... Bon, la question, c'est comment tu fais pour l'exploiter. Mais tu sais que devant ta porte, il y a une pharmacie. Bon, tu regardes le ciel, et l'énergie solaire monumentale qui tombe sur toi, là, hein? ou pas qu'à faire rien, ça, là. Ta question, c'est comment tu fais pour la capter. Hein? Bon. Tu ouvres ta porte, le soleil se lève ou se couche de manière exceptionnellement dans une esthétique plus belle que tous les tableaux de tous les peintres de la terre. Tu es à Mornalo, tu plantes un peu fort ton coutelas et de l'eau qui a jailli. Hein? Ou quand j'étais en graines, en jardin, en tomate qui a poussé. Hein? Donc tu es vraiment dans l'économie de la vie. Bon, la question pour toi en tant que Guadeloupéen, tout ça c'est un puzzle. Hein? La question du puzzle, c'est comment faire pour ramener chaque pièce du puzzle dans un ensemble qui a du sens. Et ça, la grande question. Mais les pièces du puzzle sont là pour l'économie de la vie. Donc, et les Blancs n'ont pas compris ça. L'histoire va le rappeler. Hein? Bon. Les Blancs n'ont pas compris une deuxième chose. C'est l'esprit. L'esprit. Et ça, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup. Les Blancs se méfient de l'esprit et peut-être des esprits. Or, l'esprit et peut-être les esprits, c'est l'un des plans de l'ADN de ce que nous sommes, nous, hein, historiquement, et peut-être dans la constitution cosmogonique, nous, en tant que Noirs. Et on ne pourra rien faire de manière globale et planétaire si on ne se méfie pas du quantitatif prométhéen, si on ne se réconcilie pas avec la vie, avec l'esprit et les esprits. Et je vous assure, M. Mandré, prenez date ici qu'à Eco-Club, nous sommes les premiers à avoir dit que l'axe de survie de demain, c'est la vie, mais surtout l'esprit et les esprits. Je m'arrête là parce que vous allez me poser des questions qui vont peut-être nous perturber. Je vais demander à Collet s'il a compris l'esprit et les esprits, l'acte de la vie. C'est ça que vous avez dit? Oui, je dis qu'il y a un axe qui passe par la vie, l'esprit et les esprits. Et nous sommes, nous sommes bien placés en tant que Guadeloupéens pour comprendre ce que ça veut dire. Et
cette chose-là, elle n'a pas été assez bien comprise par ceux qui ont gouverné le monde dans les siècles précédents, hein. C'est-à-dire l'Occident blanc, californien, blond à yeux bleus. Alors, ce n'est pas de la philosophie, mais plus de la métaphysique. Non, c'est de la réalité. Ah, C'est de la réalité. Vous savez, Mitterrand, hein, avant 100 ans, son trépas pas trop loin, nous avait rappelé que lui croyait aux forces de l'esprit. Moi, je crois aux forces de l'esprit. Hein? Il faut y croire. On ne peut pas penser que nous sommes là et que, bon, voilà... non, il y a des choses consubstantielles à nous. C'est ce qui fait que des moments, un peu à l'instar de Frantz Fanon, où son ultime prière était de se demander « Mon corps fait de moi un homme qui toujours interroge ». On s'interroge. Nous nous posons des questions. Hein, nous nous passionnons de ce que nous vivons. Nous existons, M. Mandré. Nous existons. Bien, et c'est vrai que, fondamentalement, je reste tellement dans cette réflexion où, à quelques encablures d'une nouvelle année, je ne peux cesser de me dire, tout esprit constitué, que je puis être ou que je puis convoquer, quel sera ou que se prépare-t-il pour cette nouvelle année? Je ne peux que augurer et souhaiter que de bonnes choses, M. Mandré. Mais, vu les conséquences de cette crise sanitaire, vu sa multiplication, vu sa prolongation, ainsi qu'à jouer les prolongations, et vu la manière dont elle est gérée, et je rappelle le vocable du président de la République, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et voilà qu'on nous annonce là, aujourd'hui, la première vague de vaccination. On nous annonce ça. On nous annonce que, eh bien, nous sommes en passe de gagner cette guerre parce qu'on a un vaccin. Mais, oh, mon corps fait de moi un homme qui toujours interroge, mais quel vaccin? Pour qui? Contre vraiment quoi? Sachant que ce vaccin, si il empêche, parce qu'on va chercher à comprendre, s'il empêche les formes les plus graves de Covid-19, n'empêche pas la mutation du virus. Vous avez entendu qu'on a trouvé un nouveau variant du virus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le principe même de tout virus, c'est de muter. Et cette variante du virus semble beaucoup plus létale. Elle est beaucoup plus difficile. Donc il faudra créer un autre vaccin. Monsieur Mandry, passons. Donc ce vaccin, dont on a commencé l'administration, l'inoculation, aujourd'hui en France hexagonale, là-dessus, va empêcher les formes les plus graves du virus. Il va empêcher le virus de se développer dans les poumons. Mais il n'empêchera pas sa transmission. Nous qui continuons à attraper Covid. Monsieur Mandry. Hein? Donc, un vaccin qui a été trouvé assez rapidement. Hein. Je rappelle que le sida, ça fait des années qu'on cherche un vaccin qu'on ne trouve pas. Je peux me poser des questions. L'esprit m'interroge. La rapidité, la soudaineté de ce vaccin qui tout de suite va indexer les courbes du CAC 40. Hein? Tout de suite, les bourses sont contentes, l'économie respire. Oui, il faut de l'espoir. Il faut annoncer de l'espoir. Parce que la réalité, on la verra en 2021, le nombre d'entreprises, le nombre de Guadeloupéens qui ne pourront pas travailler. Donc il faut de l'espoir. Il faut susciter un intérêt d'espoir. Il faut donner à l'esprit la capacité de dire, mais vous inquiétez pas, tout ira mieux. Un peu les propos un peu maladroits du ministre en charge de l'Éducation nationale qui disait à la rentrée de septembre de cette année que ce sera une année normale. Qui j'en ai dit qu'une année qui est normale. Ça pose la question de cette gouvernance dont je vous interpellais là, il y a un moment donné. Donc, l'esprit doit interroger sur ses conséquences vaccinales. Et bien évidemment, donc, pour quel type de public? On a commencé en France hexagonale. Je ne sais pas dans quelle situation nous, Guadeloupéens, nous allons être vaccinés. Si ce n'est que, j'ai cru comprendre que le gouvernement, à terme, hésite entre l'obligation d'être vacciné, M. Mandré, ce dictat
sanitaire, une fois de plus, cette entrave à nos libertés, de ne pas se vacciner ou pas, et à la limite même penserait un passeport santé qui vous obligerait un titre de déplacement. Pour justifier vos déplacements, il faudrait que vous puissiez exciper de ce carnet santé. Ils ont fait marche arrière là récemment, puisqu'il y a une levée de bouclier, mais je suis inquiet, M. Mandry. Je suis très inquiet. Il y a paiement de mon passeport parce que forcément, je suis vacciné contre la grippe, je suis vacciné contre le paludisme, je suis vacciné contre la drépanocytose, je serai peut-être vacciné contre le VIH, dans le cas où on trouverait un médicament ou un vaccin. C'est curieux qu'on va conditionner leur marche arrière n'est que reculer pour mieux sauter. Ce gouvernement a une faculté d'attenter aux libertés individuelles. Donc je suis inquiet, je me pose des questions. Et on fait de ce postulat une omerta, ici. Et c'est pour ça que je veux qu'il y ait un réveil des esprits. Et Nico a raison de le dire, M. Mandré. Il faut un réveil des esprits qui fasse que quelque part ici, qu'on puisse justement trouver l'occasion de se poser les vraies questions en se disant, est-ce que la Guadeloupe pourra justement demain exister, ou en tout cas coexister dans une situation dans laquelle où le dictat sanitaire nous limite, nous restreint et nous empêche de penser. Oui. Alors, donc, Éric Jalton voudrait intervenir, mais avant de parler un peu avec Éric, justement, on va profiter, parce qu'il était question aussi de parler aussi des personnalités de l'année. Personnalités politiques, personnalités civiles, et voilà. Et puis moi, je ne sais pas si vous avez choisi, hein, et donc... alors, j'en avais 3. Hein. J'en ai... Excusez, oui. J'ai dû toucher au micro, c'est ça. Alors... Oui, il y a quelqu'un? Que se passe-t-il? Il y a quelqu'un? Non, mais je ne sais pas, il y a quelqu'un que j'entends. Oui. Oui, Ah, alors, Eric, bon, ben, finalement, Éric voudrait intervenir sur le virus. Oui, alors... Monsieur le Président. Monsieur Éric Jalton, Oui. alors, vous voulez intervenir sur la situation sanitaire et sur le virus, quoi, le coronavirus. Sur le problème de la vaccination. D'accord. Ah, problème de vaccination. Oui, je pense qu'on ne doit pas nous entretenir un tout autre mesure sur la vaccination. Les choses sont allées plus vite que d'habitude, hein, on prend des années pour trouver un vaccin. Mais nécessité faisant loi, maire de l'industrie, tous les pays du monde pratiquement en état de faire des recherches et de fabriquer un vaccin s'y sont mis, hein, à coût de milliards d'euros, de dollars. Donc ceci explique cela, la brièveté de réaliser ce vaccin. Et le vaccin est validé par bon nombre de pays développés, plus ou moins développés en matière sanitaire. Ce n'est pas que la France qui a produit ce vaccin. Donc il ne faut pas créer de phobie autour du vaccin. Il y aura sans doute des morts à cause du vaccin, il y aura des effets indésirables, comme tous les médicaments et les vaccins généralement. L'aspirine suit aussi, le paracétamol, tous les ans. Et il faut voir l'effet bénéfique de ce vaccin, je pense globalement, puisque ce vaccin, diminue les cas graves, hein, empêche d'aller à l'organisation et de mourir, il va apporter quand même du bienfait globalement, à l'échelle de pays, à l'échelle planétaire. Bon, on doit continuer à interroger, voir les premiers effets indésirables avec le recul, mais je pense que ce vaccin est salutaire, y compris vis-à-vis de ce virus qui a muté, puisqu'il va continuer à agir sur les virus malgré la mutation. Et donc je ne vois pas en quoi on peut refuser ce vaccin. Je suis même de ceux qui prônent, si c'est nécessaire, puisque nous sommes en guerre contre un virus qui fait des dégâts non seulement économiques, mais en termes de vie humaine, s'il faut le rendre obligatoire, je suis d'avis en tant que responsable public qu'on puisse le rendre obligatoire. Pour emprisonner ceux qui s'y refusent, ni même leur coller une amende, mais le caractère symbolique obligatoire doit être, si nécessaire, être prôné, être validé par le Parlement de la République. Ça, c'est ma position en tant que responsable politique.
Merci, Monsieur Exaltant, président de Cap Excellence, maire des Abîmes. Alors, il y a des questions, non? Ça va? Nous ça va, hein. Oui, oui. D'accord. Et bon, on va passer peut-être. Donc peut-être, je voudrais, peut-être suite à ces développements de Nico, d'Edouard, je voudrais. Il parle toujours, là? Allô? Oui. Oui, des choses, hein. Des questions? Quoi? Alors, on n'entend pas, là. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui Je se ne sais passe. pas non plus. Qu'est-ce qui se Vous passe? pouvez réagir par rapport au propos d'Éric Ouais, Oui, ouais. c'est-à-dire que le président Jalton prend ses responsabilités. Moi, il frappe à l'unanimité, mais il prend ses responsabilités. C'est-à-dire que... et ça, c'est bien. Chaque homme politique doit prendre ses responsabilités. Je le rejoins tout à fait sur... qu'il ne faille pas a priori jeter de la suspicion Sur le vaccin. systémique sur un vaccin. D'ailleurs, historiquement, tous les vaccins les plus efficaces aujourd'hui, dès qu'ils apparaissent dans l'histoire, c'est toujours le même jeu qui se joue. Les suspicieux et ceux qui attendent que la vérité s'actualise pour pouvoir se rallier à la victoire. Bon. Et je pense que ce vaccin-là, celui qui aujourd'hui commence en France, qui est germano-américain, qui fait appel à une technologie scientifique exceptionnelle qui est l'ARN. Bon, si, comme j'ai compris, il y a une vigilance citoyenne, si, comme j'ai compris, il y a une communication permanente sur les effets indésirables, et si c'est fait dans la transparence, ben on pourra tous ensemble aller dans la transparence autour du vaccin. Je pense aussi que sans mettre en cause le vaccin, il faut ne pas désarmer l'esprit sur les marchands. Voilà. Il ne faut pas non plus désarmer l'esprit sur l'instrumentalisation politicienne. Bon. Mais je crois que le président a entièrement raison. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut arrêter de bavarder un peu. Et il faut y aller. Le risque qu'il y a sur la vie mérite bien qu'on expérimente et qu'on y aille franchement, qu'on arrête de bavarder. Bon. Parce qu'en fait, ce qui est en cause est tellement grave, à savoir la vie des gens, la qualité de la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé à une mutation telle de la vie sociale qu'on appelle sur notre défense on dit les barrières sociales, les gestes, la distanciation sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de la distanciation sociale comme fait de société. Alors que, comme dit Aristote, l'homme est un animal social, zone politikon. C'est inadmissible. Et si quelque chose peut réhabiliter le zone politikon, le rapport des gens entre eux, et pour nous, en tant que nègres, le tactile, le fait de se toucher, l'être proche, parce que tout ça. Parce qu'attention, les Occidentaux avaient accepté tranquillement de vivre déjà l'un loin de l'autre. Et je vous parle des Asiatiques. Mais nous, en tant qu'afrodescendants, c'est une affaire, et en tant qu'Africains, c'est une chose qu'on ne connaît pas. Cette affaire d'être distant. On aime bien se toucher, on aime bien être proche l'un de l'autre. Et ça, c'est ce mode de vie-là qui est mis en cause. Et ça mérite bien, si un vaccin peut nous aider à revenir à la vie, ça mérite bien d'être expérimenté, d'être essayé sans suspicion, sans complotisme, sans craindre Bill Gates et sa femme et la puce qu'on veut mettre dans le dos soi-disant de tout le monde. Oui, c'est bien dit, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Bon, le vaccin, c'est une solution envisageable, pardon. Ce ne sera sans doute pas la panacée, Il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des effets secondaires chez certains individus, chez certains patients. Nous ne sommes pas tous faits de la même manière. Mais l'essentiel, c'est d'avoir les autres médicaments, les antipoisons en quelque sorte, pour circonscrire les effets secondaires. C'est cela. Et là, c'est le domaine de la médecine
c'est mieux qui sont bien affûtés pour pouvoir trouver les voies, les moyens pour s'y construire les effets nécessaires, mais les effets désagréables, pervers. Mais le vaccin, je pense qu'on peut quand même fonder quelques espoirs là-dessus. Mais nous sommes là dans la question évoquée par Nico et Édouard, l'économie de la vie. C'est ça, c'est d'arriver à cette économie de la vie, protéger la vie, comme le disait très bien Nico, mais un point sur lequel, quand même, Jacques Attali a été professeur dans les années 70, au départ, quand nous étions centre d'études universitaires, c'était des missionnaires qui venaient pendant la période hivernale, d'hiver, ils venaient et ils faisaient leur cours 3 semaines et ils partaient. Ils sont nombreux comme ça. Et moi, je me suis posé la question quand j'ai lu son livre, parce que comme disait l'autre là, comment s'appelle-t-il encore tiens, j'oublie son nom. Ma femme l'a acheté, hein. Ma femme. Colombo, comme disait Colombo. Colombo. Oui, c'est vrai, ma femme l'a acheté, son fameux livre, L'économie de la vie. Oui. Moi, je me suis posé une question, et c'est là, je pense qu'il y a débat. Nous vivons dans un espace français où la question de la santé relève de l'économie qu'on dit non marchande. C'est-à-dire, quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir le médecin, ce que vous allez payer à l'hôpital est bien inférieur au coût de production de la prestation que vous allez bénéficier. Donc, j'imagine faire de la France dans une économie de la vie, ça coûtera indiscutablement. Il faut faire une économie de la vie, mais il faut tout construire. Ça coûtera très cher à la France, et que dans un pays où on sait les gens n'aiment pas trop l'impôt, parce que ce que l'on paie par là, de ce côté-ci, il faut prélever par là pour pouvoir financer. Donc, mais dans l'état actuel, maintenant, nous avons quelque chose qui est désagréable. Les fabrications, les médicaments sont éparpillés dans le monde, c'est la Chine, mais cela permet aussi de faire des économies en matière, par exemple, de médicaments de soins, des économies qu'on retrouve dans le social ailleurs. Donc l'économie de la vie, oui, mais il faut construire cette économie de la vie parce que la santé, c'est une économie qui est non marchande, c'est-à-dire qui se vend, les individus, celui qui tombe dans la rue, qui est malade, qui va à l'hôpital, eh bien le prix qu'il va payer n'a rien, à travers les services de sécurité sociale, n'a rien à voir avec le coût de production du service. Et ça, il faut financer ça, et ça pose un problème économique fort. Alors, une petite précision. Alors, je suis très content des propos et je suis tout à fait d'accord avec Nico. Voilà, un élu responsable qui, là, ici, sur notre plateau, votre plateau, M. Mandré, a dit ouvertement que lui, il est pour la vaccination et qu'il souhaiterait qu'elle soit obligatoire. Voilà. Et son point de vue. Non, mais au-delà de son point de vue, c'est intéressant. Il sort là, il le dit ouvertement, Éric, bravo, Odion Bitin qui est fondamental, et que quelque part qu'au fond, bien évidemment, on n'y échappera pas, mais on ne peut pas ne pas se poser un certain nombre de questions. La survenance la survenance de ce vaccin qui est aussi rapide, même s'il y a beaucoup d'argent là-dessus, ses effets, quel type de personnes, quelle population, les conséquences, il nous fait observer, et à juste titre, qu'il y aura des morts à cause justement de ce vaccin, puisque, attendez, on n'est pas quand même à l'abri d'avoir pris tel comprimé, il le dit lui-même, et c'est vrai, on peut décéder de telle médication là-dessus, donc on pourra en décéder dessus. Il rajoute qu'effectivement que dans une logique dans laquelle, et Nico le reprend à juste titre à son tour, en disant que justement, l'exception de notre existence, c'est de vivre de manière distanciée. Alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est l'interactivité, c'est l'altérité, c'est toucher l'autre, c'est être en communication, en contact tous les jours là-dessus sur ça. Donc, il y aura, tôt ou tard, une obligation de se faire vacciner. Bien. Oui. Je termine juste une chose, M. Mandré, parce que c'est très important ce que je dis. Mais la preuve, puisque depuis le 1er janvier 2018, rappelez-vous, 11 vaccins ont été rendus obligatoires pour les enfants. Je ne serais pas surpris que concernant justement ce vaccin contre la Covid-19, qu'il soit tôt ou tard rendu obligatoire. La seule chose qui m'interpelle, c'est en cas de refus. Parce que pour ces 11 vaccins rendus obligatoires pour les enfants depuis le 1er janvier 2018, il n'y a pas de clause répressive dans le cas où un parent refuserait de faire vacciner son enfant. Toutefois, je vois venir, M. Mandré, et j'ai entendu le ministre de la Justice ce matin concernant le budget du ministère de la Justice. Et je vois et je l'entends venir dire que dans le cas où vous refuserez de vous faire vacciner, vous serez dans une situation à faire courir un risque à l'autre
parce que vous n'avez pas été vacciné À vos collègues. si vous êtes porteur du virus. Et là, on se retrouverait dans une situation où la clause pénale serait réalisée, où il y aurait une mise en danger délibérée de l'autrui. Tôt ou tard, on n'échappera pas. Mais ce qui m'inquiète, M. Mandry, pour rester dans les valeurs de l'esprit, c'est cette situation qui réécrit l'histoire du monde, une crise sanitaire qui réécrit la gouvernance. Et je rappelle encore, et c'est mon mot de la fin sur cela, que nous ne pouvons pas vivre cette situation si la gouvernance locale, elle est aussi muette, en dehors d'Éric Jalton et d'autres, elle est aussi muette et atone qu'actuellement. Eh bien, nous arrivons à les personnalités de l'année. Moi, j'ai un tiercé. Hein. Bon, je ne sais pas si vous avez... Tiercé, M. Mandry. Tiercé, Gaillard. Alors, je veux dire... Tiercé, c'est bon. Alors, personnalité de l'année, Mona Edreville, qui est cardiologue, je pense qu'au CHU, pour Oui. son fond de parler, qui s'exprime sur le fonctionnement du CHU. Et je crois que... Enfin, pour moi. D'accord. Et nous avons Éric Jalton. C'était déjà là. Hein. Bon, ce n'est pas du favoritisme. Hein. Alors, j'explique pourquoi Éric Jalton, personnalité politique de l'année, puisque, comme vous l'avez dit, M. Italic, bon, sa réélection, 70% des Abimiens ont voté pour lui, mais aussi on voit, lorsqu'on regarde sur les territoires où il y a des chantiers, des travaux, des choses qui se passent, c'est quand même sur le territoire des Abîmes. Et qui est-ce qui intervient en ce moment sur le Covid, c'est-à-dire quelle personnalité politique? C'est aussi Éric Jalton qui intervient. Vous n'êtes pas en campagne électorale, M. Mandry? Non, c'est un constat. Ah, c'est un constat, non, c'est bien. Je Oui, justifie, Oui. moi, je justifie mon choix. Oui. Après, nous avons pour la jeunesse Bibrac. Le petit Bibrac, Larocque Lunel. Je ne sais pas son prénom, c'est... Jimmy. Jimmy. Oui, qui a eu un prix. Ah oui, voilà. très bien. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez... vous allez jouer au tiercé aussi? Ah non, je n'ai pas pensé à cela, mais alors, bon, je vais prendre dans votre ordre. D'abord, Ouais. enfin, Mona, hein, vous avez de Mona. Mona, Alors, moi, j'aime oui. beaucoup ce prénom-là. Oui. J'aime beaucoup ça, c'est un très beau prénom. Si j'avais une fille, je l'appellerais bien Mona. À cause de Mona Lisa, d'abord, le beau tableau. Et c'est un secret, à cause de Mona Jalton. Jalton. Je te voyais venir. Mona Jalton, qui est un personnage, ça c'est affectif, que j'aime, que me connais depuis toute petite, c'est la maman d'Éric Jalton, qui est un personnage exceptionnel de vivacité, de lucidité et d'autorité. Hein? En forme de bouton. Alors, bon, cette parenthèse tout à fait fraternelle et amicale mise de côté, Mona Edreville, qui est de Bornalo. Une vertu cardinale. Et puis, c'est vrai, qui associe avec pertinence et impertinence le charme à l'intelligence et à la résistance politique. Donc, votre point de vue, pourquoi pas, je n'ai pas pensé à ça, mais je suis prêt à voter pour vous dans votre tiercé sur Mona Edreville. Sur Éric Jalton, pour le dire rapidement, j'ai dit ici, Éric Jalton, il a aujourd'hui la force qui légitime ses prises de position, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Il est derrière sa parole. Élu à 2/3 des Abimiens, à l'unanimité de Cap Excellence, il a une légitimité directe et indirecte. Bien. Alors, comme il ne faut pas se contenter de ce qui est et de parler de ce qui vient, l'équation, à mon avis, que Éric Jalton doit remplir s'il l'entend, c'est comment faire pour résoudre l'équation consistant à passer de 2/3 des Abimiens à un Guadeloupéen sur 2. C'est ça la question. Parce qu'il y a des élections qui arrivent, il y a les régionales, il y a peut-être à terme une collectivité unique, et l'équation que Éric Jalton, à mon sens, hein, je ne suis pas conseiller de Jalton, devrait s'atteler à résoudre. Comment passer de 2/3 des Abimiens à un Guadeloupéen sur 2 pour assurer le leadership régional? C'est la première chose.
La deuxième chose, et M. Ramaille disait tout à l'heure qu'il y a un problème de leader, il disait off, il a raison. Le leadership en Guadeloupe, c'est une grande question. Comment faire pour que Éric Jalton devienne, si ça l'intéresse, le leader du pays? Parce que le leader du pays, il n'est pas uniquement dans la force et le quantitatif. Le charismatique a quelque chose de subjectif et de magique qu'il faut incarner. Et le leader, normalement, c'est celui qui dit « Je suis monté au sommet de la montagne, j'ai vu la terre promise, et il redescend, et on le suit. » On le suit, et il nous dit « Mettez-vous à votre tâche, mettez-vous dans l'action, parce que moi, je détiens le sens, je détiens la vision. » Et ça, c'est un travail exceptionnel à faire, et autour d'Éric Jalton, on doit travailler à cela. On doit travailler au fait qu'il puisse incarner celui qui a vu la terre promise. Bon. Et votre troisième tiers, c'était qui? Bibrac, c'est un jeune, je crois, de 21 ans. Non, ce type-là est exceptionnel. Ouais. Ce type-là est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il donne envie d'aller manger sa cuisine. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui est cuisinier. Donc on doit en parler une fois qu'on a mangé ce qu'il fait. Écoutez, moi, Nico Itali, qui ne suis jamais allé manger chez lui, je suis sûr que c'est bon. C'est qu'il a réussi. Il a réussi. Pourquoi? Parce que lui, il est dans la vie, dans l'esprit et les esprits. Il a un charisme exceptionnel. Et la Guadeloupe a besoin aujourd'hui de gens qui ont du charisme. Raymond Ramaille. Alors, votre tiercé. Alors, au niveau tiercé, bon, je ne me suis pas véritablement préparé à l'exercice, comme on dit. C'est mou. Mais effectivement, il y a un sur lequel je serai d'accord, c'est Bibrac. Je pense que c'est le bonhomme qui réussit jusqu'ici, dans tout ce qu'il a entrepris. Il a réussi. Et là encore, on aurait pu dire un Guadeloupéen parmi tant d'autres personnes d'origine autre n'aurait peut-être pas pu faire l'affaire. Et enfin, il a gagné, c'est parce qu'il a cette force de conviction, cette force de présentation cette force il croit dans ce qu'il fait et a mis notre fouillapé où beaucoup de personnes ici en Guadeloupe rejettent le fouillapé et disent c'est du manger pour les... Enfin, c'est pas pour les personnes, mais il a pu donner envie d'aller et de manger du fouillapin en migrant ou autrement, mais il a donné envie et il a décroché le prix. C'est un gagneur. Et c'est pas la première fois, il a l'habitude de gagner. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui sont nés comme ça et qui voient la faille, qui sait comment s'orienter, et qui a l'intuition et l'esprit, n'est-ce pas, monsieur Nico? L'esprit de savoir comment faire. Il est guidé pour pouvoir gagner. Il y a des gagneurs. Comme il y a des perdants aussi, il y a des gagnants. Et il fait partie des gagnants. Bravo à ce Guadeloupéen. Personnalité politique. À personnalité politique, moi je sors le carton rouge pour tout le monde. Je suis vraiment pas content du pilotage de la Guadeloupe, quoique je suis un grand démocrate. Ouais. Mais la manière dont c'est fait, par les gens de gauche, comme par les gens de droite, je ne suis pas satisfait parce que je vois que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et tous, peut-être, j'espère qu'il y aura cette prise de conscience. J'espère que nous sommes beaucoup de la vague et que enfin, les gens de tous bords, moi je ne suis pas partisan plus à droite qu'à gauche, au centre ou au milieu, qu'il y aura cette prise de conscience de la part de nos politiques et je l'attends. J'attends cette prise de conscience, qu'on puisse faire émerger des idées pour sortir la Guadeloupe de cette méfiance qu'on a vis-à-vis de nos politiques, et qui, si nous sommes méfiants, la population est méfiante, à ce moment-là, forcément, on ira d'échec en échec. Il faut quand même que nos politiques puissent donner envie, comme Bibrac a donné envie, comme Bibrac a eu l'esprit, l'intuition, les esprits ont commandé Bibrac, que nos politiques, de manière groupée ou individuelle, puissent arriver à se faire entendre, à mettre la population en confiance, pour pouvoir donner des lendemains meilleurs pour la Guadeloupe et avoir plus de confiance dans nos élus. Pour l'instant, je ne sortirai aucun nom concernant les politiciens. Ils sont tous au carton rouge. Alors, une femme. Maintenant, alors, en matière de
faut quand même dire que le Covid, c'est ce qui a marqué l'année. Moi, je sortirais plutôt la carte de Suzy Duflo, professeur en ORL, chef des services au CHU, qui a su prendre des responsabilités quand d'autres critiquaient, quand d'autres mettaient les bateaux dans les roues, quand d'autres disaient que la Guadeloupe ne pourra pas s'en sortir parce que le CHU ne fait pas l'affaire, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il y a de mauvaises décisions de prise. Suzy Duflo a gardé la barre avec M. Cotillon et l'équipe pour dire que nous, en Guadeloupe, nous pourrons nous en sortir, nous pourrons faire, nous allons tenir la barque. Moi, j'ai plus d'affection, d'admiration, c'est plutôt le terme, pour les gens qui tiennent la barque et qui disent, malgré la tempête, on va s'en sortir, on ira vers l'avant et que nous allons pouvoir, en l'occurrence, subvenir à la santé des Guadeloupéens malgré les difficultés. Je préfère avoir porter un soutien, mais appuyé à une femme comme la professeure Suzy Duflo du CHU pour le travail qu'elle a fait pendant cette période de Covid. C'est mort, Jean, c'est mort. Il faut répondre aujourd'hui, c'est pas la semaine prochaine. Alors, bon, sur cette question-là, c'est sûr. Alors, d'abord, j'observe que vous avez avancé effectivement 3 personnalités. Je note qu'ils ne sont pas du même secteur d'activité. Hein. Non, je pense parce que ça, c'est très bien. Et puis, je constate aussi que cet exercice qui consiste à distinguer, à choisir une personnalité de l'année, répond à quelque chose de très important qui est la médiatisation. Ouais. Qui est vu, qui n'est pas vu. Et ça, c'est très important. Moi, je soutiens les centenaires. Il y a beaucoup de centenaires chez nous. Moi, j'ai une tante, elle a 103 ans. Son époux est décédé à 102 ans et elle est partie pour 110 ans. Pour moi aussi, les centenaires, il faut faire de ces personnes-là des personnalités de l'année. Et aussi, je souligne tous les chefs d'entreprise, je suis très attaché à ça, tous les chefs d'entreprise qui ont pu tenir le coup pendant cette période de Covid, ce sont des personnalités. Je les mets ensemble. Tous ceux qui ont tenu le coup. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on évoque un politique personnalité de l'année, on ne doit pas oublier les chefs d'entreprise dans leur globalité, parce que l'homme politique, son rôle, c'est de produire la politique. Mais ce n'est pas lui qui produit la valeur ajoutée. Ce sont les entreprises qui produisent la valeur. Vous pouvez faire des politiques publiques, mais s'il n'y a pas des acteurs qui mettent le pied à l'étrier, que sont les chefs d'entreprise, eh bien, votre politique publique, destinée à une relance, par exemple, sera vide. Donc, les hommes politiques ont leur mission, c'est de produire des politiques publiques, et ce sont les entreprises qui produisent de la valeur ajoutée, qui vont constituer des éléments de croissance et qui vont permettre à tout individu de se projeter dans l'avenir, tant en termes de formation, en termes d'engagement, de construction de vie. Ça, c'est fondamental. Et puis, vous avez parlé aussi d'Éric Jalton, vont venir. Mona Kados, bon, c'est. Pas Mona Kados. Pas Mona Hydroville. Kados, Mona, c'est pas Mona Hydroville. Kados, parce que Mona, ça sonne énormément. C'est pourquoi Nicolas bien cité. Oui, Mona Kados, elle est une femme aussi, très, très pied, comme on dit, pied à l'étrier. Mona Hydroville, bon, c'est une génération, le nom me dit, qu'on a connue dans les années 70 à Bainbridge, avec celle de Marie Galante. Là aussi, ils ont une bonne population de médecins. C'est une femme qui s'est engagée dans son domaine, dans un domaine d'activité. Donc on a beaucoup à dire du secteur cardiologie, du service cardiologie au CHU, il y en a beaucoup à dire, mais en fait c'est cela. Ouais. Et puis concernant Éric Jalton, c'est un homme qui s'est engagé sur le terrain politique, on le voit. Mais je crois aussi qu'il a bénéficié beaucoup de la fébrilité de ses adversaires. En particulier, je le dis, sans être méchant, moi j'ai constaté ces débats pendant les élections municipales, particulièrement les élections municipales. On a vu qu'il était absent de le contradictoire. Sur toutes les chaînes, il n'était pas là de le contradictoire. Au lieu contradictoire, j'ai vu, bon, je pensais comme vous, on a échangé avec nous. Quand j'ai entendu les débats, on avait annoncé les débats sur les différentes chaînes, etc. Et bon, on a su aussi par la même occasion qu'il ne pouvait pas être là, il ne serait pas présenté. Je vous ai dit moi-même, c'est Ova avec l'autre bougla là, comment s'appelle-t-il, Jacques Birouali, j'imagine. C'est Ova avec les deux adversaires ne seront pas là, ils ne vont pas venir.
Ils se sont présentés à ce débat-là. Mais les gars se sont fait laminer. On les a laminés. Qui les a laminés? Ce sont des envoyés de Jalto, des gens qui représentent Jalto. Ils n'auraient pas dû se présenter à ce débat-là. Et c'est pourquoi Jalto a gagné avec autant de brio. Oui. Il n'est pas là. Donc en fait, il y a tellement à dire concernant cette élection-là. Mais je crois qu'il y a une erreur considérable de ces deux politiciens qui auraient dû se retirer. Quand ayant constaté l'absence du candidat Jalto, ils n'auraient pas dû se présenter au débat. Voilà. Édouard Collet. Oui. Dans le désordre. Dans le désordre. Dans le oui. désordre. Placé. Dans le désordre. Mais je crois que mes poulains courent à Vincennes. Hein. Oui, oui. Ils courent à Vincennes. Premier, effectivement, écoutez, le hasard des moments, il y a souvent la main de Dieu. Et oui, je pense à Éric Jalton. Mais je pense de manière posthume à Christian Gatou, quand même, qui était la cheville ouvrière, de Cap Excellence, d'eau d'excellence et en tout cas des abîmes, puisque j'ai côtoyé longtemps et longuement. Éric Jalton, oui, parce que je crois qu'il a su démontrer, quelqu'un que j'ai croisé lorsque je suis entré en politique en 2001, alors que lui, il était dans l'opposition, je l'ai observé, et il a été, à un moment de cette première mandature, pour moi, quelqu'un qui était subversif, qui a été beaucoup décrié, mais qui a su, je crois qu'il a été un peu dans l'esprit de son père, qui disait, puisque j'ai entendu son père à l'époque, feu Frédéric Jalton, dire que quand on est patron des abîmes, quand on est maire des abîmes, on est patron de la Guadeloupe. Et je crois que ça reste dans l'esprit et dans la tête, puisque moi je suis abîmien, nul n'est parfait, mais c'est vrai que les abîmes sont le carrefour, est le carrefour de la Guadeloupe. Et il a su démontrer cette capacité de manager, d'organiser, de fédérer. Il a été dans tous les combats politiques et il est sur l'échiquier politique guadeloupéen une personnalité remarquable et qui a de grands leviers. Bien évidemment, le levier du poids démographique de sa population, sans nul doute, bien évidemment, qui lui rend, et je rejoins Nico, une légitimité indirecte. Ça c'est vrai, là-dessus, et il pèse dans la balance. Au-delà de ça, c'est quelqu'un d'intelligent, brillant, un animal politique. Et je salue justement cette mémoire-là, en tout cas cette personnalité-là. Deuxième personnalité, alors qui m'a beaucoup interpellé, que je connais, qui va vous surprendre, c'est Harry Chalus. Harry Chalus. Alors lui, franchement, il a revisité la façon de faire de la politique. Franchement, bravo. Non mais monsieur, c'est vraiment quelqu'un qui est... il n'est pas carré, il n'est pas rectangle, mais il est transversal. Il a une transversalité qui fait que quelque part, il est partout. Il est partout. Oui, il a des moments où on ne l'attend pas forcément, ou même des moments où on l'attend, on ne le voit pas, mais il arrive à pouvoir se faire entendre. Et il a su, je sais que le don d'ubiquité n'existe et n'est qu'au Dieu, je crois qu'il est devenu Dieu quelque part. Parce qu'il est partout, il se fait voir partout, il se fait entendre partout, avec les moyens intellectuels, personnels qu'il a, moraux, et qui fait que dans l'antithèse ou la thèse effectivement de populisme, néo-populisme naissant, mais il y a Adam, il est là. Il est là. Et c'est une façon d'écrire justement la politique de la Guadeloupe, et c'est quelqu'un qui est aimé et apprécié, et ça c'est quand même non négligeable. Et puis, troisièmement, et enfin, mais bien évidemment, je ne pensais pas qu'à une seule personne singulièrement, mais si le mot jeunesse pouvait remplir ou emplir tous les jeunes qui décident justement d'entrer dans le monde de l'investissement, ce que disait Jean là-dessus, je salue les initiatives de tous les jeunes guadeloupéens qui s'investissent dans l'entrepreneuriat et qui réussissent. Ceux-là, je leur dis bravo, ce sont mes personnalités préférées de cette année. Et bien évidemment, je ne peux ne pas penser à ceux et celles qui ont travaillé de manière efficace dans les centres hospitaliers ou dans les hôpitaux, quels qu'ils soient médecins, etc. dessus, dans cette crise-là, M. Mandré. Il n'y a pas de femmes. Mais oui, c'est toutes les fois où justement j'ai cité ces personnes, M. Mandré, quand même. Ouais, mais oui, il y a des femmes. Il y a des femmes. Non, je dis... Il y a la mienne d'abord, M. Non, les trois. Non, puisque... Non, mais ce sont... Mais je voudrais donner mon trio, M. Mandré. Et c'est là qu'a prouvé le scène. Si vous me permettez, deux petits mots pour terminer. Oui. Je vois que c'est déjà marqué fin. Ouais. Alors, je lance quand même un grand bravo, malgré la crise où nous avons pu... Nos entrepreneurs, je citerai que deux, ont pu tirer leur épingle du jeu et émerger de cette crise de Covid. Je veux parler de l'usine de fabrication de masques,
qui est quand même quelque chose qui répond à une aspiration guadeloupéenne, mais je dirais mondiale. Bravo pour cette initiative. Et puis, l'initiative d'entrer dans l'aérien de nos entrepreneurs guadeloupéens. J'estime que nous sommes une île, nous sommes archipélagiques, nous sommes à distance de l'Europe et de l'Amérique. Et c'est une très bonne chose de pouvoir maîtriser l'aérien. Et donc, bravo aussi à ceux qui ont fait l'effort de rentrer dans l'aérien, même si nous ne maîtrisons pas, ou en tout cas très peu, le maritime. Bravo à nos entrepreneurs. J'ai dit quelque chose, mais je ne suis pas allé au bout de ma pensée, en oubliant quelque chose de grave. Je disais, Éric Jalton, très fort, puissant, double légitimité. Et comment faire pour passer de 2 tiers à plus de la majorité des Guadeloupéens? Moi, j'ai envie de dire ça différemment. Il faut qu'il prolonge l'histoire d'amour. Oui, qui m'appelle. C'est-à-dire l'histoire d'amour qu'il a réussi à passer avec les abîmes, qui est transcendante. Comment écrire avec la Guadeloupe une histoire d'amour? Et ça, c'est une grande question. Et c'est ça qui peut régler la problématique. Bravo Jalton, bravo Cap Excellence, et bravo Jarry, parce qu'il y a Carotte Pignon aussi de Jarry, dans Cap Excellence. Je le dis quand même, parce que je suis mémoire aussi. Carotte Pignon. Ainsi va la Guadeloupe. Mais bonne année, puisque monsieur m'en recevoir. Bonne année à tout le monde. Je souhaite à toutes celles qui nous écoutent. Et puis Fanny, c'est le toit. Vous en savez là alors? Vous en savez là alors? Ah, mais d'accord. Ainsi va le monde, ainsi va le bon monde. réveillon de la Passez Saint-Sylvestre. une excellente journée et à dimanche. Allez, si bon vous réveillon. voulez bien. Merci de nous avoir choisis.